ce sera le parc de Bémo. Quelle bonne idée! Comme ça, du coup, les biscuits Bémo peuvent soutenir le safari africain en Loire-Atlantique. Ils sont, genre, pris en otage. C'est de l'esclavage. C'est mes genre, la gamine de 16 ans qu'on a kidnappée pour faire danser de force 6 fois par jour dans un zoo humain en 1994. Je n'avais pas la data. Mais en fait, ils n'avaient pas de médecin, ils devaient être soignés par des vétérinaires. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour dire qu'ils étaient traités comme des animaux? Salut tout le monde! Ça vous dit on parle des zoos humains? C'est un peu brutal, la transition. Je vous le... Effectivement. Écoutez, peut-être un peu brutal. Effectivement. Un zoo humain à Paris. C'était une réalité il y a un peu plus d'un siècle. Mais le cas du jardin d'acclimatation est loin. Quoi? En 1994, 25 hommes et femmes et enfants ont vécu 6 mois retenus dans un parc animalier à Port-Saint-Père, dans la relative indifférence de la société de l'époque, avec la bénédiction des pouvoirs publics. Cette histoire est liée à celle d'un biscuit chocolaté vendu dans les années 80, B-Word. Le documentaire de Johan Mongrand et François Tchignagna, on ressort abasourdi, sidéré, atterré. Comment cela a-t-il pu arriver il y a moins de 30 ans en France? Comment, alors que Nantes vient d'organiser en 1992 les Anneaux de la Mémoire, première exposition internationale sur la traite et l'esclavage en Europe, arrive-t-on 2 ans après à montrer des hommes, des femmes et des enfants dans un village ivoirien reconstitué au cœur d'un parc animalier à 30 km de là? C'est quoi cette dinguerie, les gens? Dans l'esprit de ses promoteurs, il s'agissait de développer le tourisme dans le pays de Retz et de créer de l'emploi. C'est l'excuse capitaliste typique, et de permettre à des sponsors d'associer la marque à l'attraction, et parmi eux la biscuiterie Saint-Michel, qui avait vu là un tremplin pour son produit phare de l'époque, le sablé chocolaté Bémo. Au secours. Cette histoire-là démarre en 1985 sur un segment très concurrentiel où régnant Prince Pépito ou Granola, la biscuiterie Saint-Michel lance son propre biscuit. Il s'appellera Bémo. Peut-on ignorer à l'époque déjà le caractère péjoratif du mot? Les études marketing qui succèdent le lancement n'en disent rien et la commercialisation est un succès. C'est une folie furieuse. Les gens, mais attendez, mais vous vous rendez compte de la dinguerie? La marque est perçue comme sympathique. Une mascotte est créée, un petit garçon noir vêtu d'une peau de bête façon Tarzan et coiffé d'un béret basque à motif léopard. J'ai envie de vomir. Les produits dérivés pullulent. Aventure en BD, autocollants, figurines, création d'un 3615 Bémo. Nul doute, nous sommes dans la France des années 80, celle des débuts de, entre guillemets, touche pas mon pote, en même temps que celle d'Interville qui présente à la télévision un jeu où des mascottes géantes de Bémo se font courser par des vachettes. Oh putain, ouais, genre, je vous ai déjà dit que j'ai vécu à la campagne pendant 2 ans dans un espèce de squat. Où genre, du coup, je vivais dans la maison d'un mec qui habitait plus là, tu vois, et j'entretenais la maison, blablabla. Une de mes relations, c'est une personne qui à la base vient de Madagascar, tu vois. Et genre, moi, je vivais là, tu vois, je faisais pas attention comme ça. Et genre, un jour, à un moment donné, genre, elle était chez moi, tu vois. Et genre, on était en train de boire un thé. Et genre, elle va dans mon armoire comme ça, elle est en mode genre, pardon. Et elle a sorti une tasse qu'on avait depuis genre 1 an sans nous en rendre compte. Banania. Et genre, lorsque j'ai genre réalisé le truc, que genre je venais de lui filer genre du thé dans une tasse, genre banane, j'étais en mode genre. Comment me faire pardonner? Il va falloir parler de justice réhabilitative du coup. En vrai, il y a eu réparation. Parce que du coup, comme elle a grandi à Madagascar, elle avait pas genre accès à plein de merch que nous on avait en France. Et du coup, j'ai volé un verre Doodle que je lui ai filé. Du coup, il y a eu réparation.
Il y a eu réparation. Quelques années plus tard, en 1992, un projet d'envergure voit le jour à Port-Saint-Père, en Loire-Atlantique. Le Safari africain, né de l'imagination d'un entrepreneur qui ne ménage pas sa peine. Dany, il s'appelle Dany, l'entrepreneur s'appelle Dany, Dany Laurent, un vaste zoo que les visiteurs parcourent en voiture pour y admirer la faune sauvage et qui a été installée et y vit la journée en plein air. 60 000 visiteurs sont attendus. L'entreprise est soutenue par le département de Loire-Atlantique et de la région des Pays de la Loire. J'ai envie de canner. Attraction familiale inspirée des univers africains, très en vogue à l'époque dans la culture populaire. Le safari africain correspond au mentionnement marketing de Saint-Michel. Et c'est tout naturellement que la marque va sponsoriser l'espace de boutique et de restauration qui accueille le public issu de la visite. Ce sera le parc de Bémo. Quelle bonne idée! Comme ça, du coup, les biscuits Bémo peuvent soutenir le safari africain en Loire-Atlantique. Je suis à deux doigts de me seppuku. On y entre par une arche où figure l'inscription aux côtés du logo Saint-Michel, gardée par une version géante de la mascotte Bémo. Le Safari Park et Saint-Michel font un mariage d'intérêt. 2 ans plus tard, ce sera un mariage pour le pire. En 1994, Dany Laurent se déplace aux obsèques du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Et il a des contacts sur place qui lui permettent de mettre en œuvre sa nouvelle idée. Pourquoi ne pas créer au sein du parc un village ivoirien qui aurait l'air authentique pour les visiteurs français en mal d'exotisme? Let's go! Tous les matériaux sont importés de Côte d'Ivoire et rapidement un village de cases entre guillemets traditionnelles s'élève dans l'enceinte du parc animalier. Les entre guillemets habitants en seront des artisans qui viendront faire la démonstration à plein temps et devant le public de leur savoir-faire traditionnels, mais aussi des musiques et danseurs. Les Africains, ils adorent danser et ils adorent copuler, non? C'est ça? Incroyable. L'Afrique, ce grand village. Je vais mourir. Eux font partie d'une troupe, le Jolem, dont le leader, Salif Koulibaly, a signé un contrat de 6 mois avec la direction du parc. En mars 1994, les Ivoiriens arrivent à Port-Saint-Père. Parmi eux, des enfants séjournant sans leurs parents. Des enfants séjournant sans leurs parents. Mais je vais mourir à l'intérieur d'une étoile. On était à la mi-mars, il était dans un dénuement total. Eugénie Bamba, président de la Ligue des droits de l'homme à l'Atlantique de 1994 à 1995. Ce qui deviendra l'affaire du village de Bémo commence dès leur arrivée par la mobilisation d'un collectif formé de plusieurs associations et syndicats. Philippe Gauthier du syndicat national des artistes musiciens CGT raconte, on voit ça dans le journal, des artisans et musiciens ivoiriens arrivent et on s'aperçoit que c'est l'innovation sociale. Une enclave. Ce n'est pas le droit français, ni les salaires français, ni la protection sociale française qui vont s'appliquer, c'est la loi ivoirienne. On n'est pas à la limite de l'esclavage là? On est dans l'esclavage. On était à la mi-mars, il était dans le dénuement total. Se souvient Eugénie Bamba, président de la Ligue des droits de l'homme. Les femmes étaient en sandales. Ils n'avaient pas d'affaires chaudes, ni de chaussures. Ils m'ont dit n'avoir pas vu de médecin. Il y avait un souci, ce sont les vétérinaires du parc qui s'occupaient d'eux. Quoi? Mais... On est en 94. Je suis né 3 ans plus tard. Il faut ajouter à cela des conditions d'hébergement rudimentaires dans une ancienne ferme au cœur du parc où on les a installés. Ces matelas par terre pour tout le monde, sauf pour le chef de la troupe qui s'est réservé une chambre à part. À la préfecture, qui s'inquiète des risques d'immigration clandestine, la direction du parc a donné toutes les garanties. Elle conserve les passeports des Ivoiriens dans un coffre. Ils ne peuvent sortir du parc animalier. Ils sont pris en otage. C'est de l'esclavage. C'est mes couteaux, pistolets, escargots, Big Man Blast. Faut qu'on utilise tout ce qu'on a, les gens. Quoi? Mais attendez, mais la Loire-Atlantique, wesh. À la préfecture, qui s'inquiète des risques d'immigration clandestine. Philippe Gauthier résume, Dany Laurent était en position de force car l'administration lui avait donné tous les documents qui lui disaient qu'il avait le droit de faire ce qu'il faisait. Tout le système administratif et politique censé protéger les gens, les travailleurs, les enfants a failli. Comme par hasard, il a failli sur des Africains.
Le 13 avril 1994, c'est l'inauguration du village ivoirien. Le collectif Non à la réserve humaine manifeste aux abords du safari africain. Le public, lui, est au rendez-vous. Madame Mogneto, membre du collectif, se souvient. Il y avait cette expression à l'époque. On parlait d'aller voir les danseurs noirs au sein nu. Il y avait quelque chose de choquant et d'attractif. De fait, parmi les nombreuses danses traditionnelles présentées par le Djolem, 6 fois par jour, une en particulier est systématiquement produite devant les visiteurs à la demande de la direction, le Ngoron. Une danse qui s'exécute seins nus dans un contexte particulier du nord de la Côte d'Ivoire qui, à Port-Saint-Père, devient le clou du spectacle. On nous demandait de danser seins nus parce que les gens payaient pour entrer et il fallait les faire venir. Parfois on nous demandait si on n'était pas gêné. On nous répondait non, on était mal dans notre peau. Edith Labo, ancienne danseuse âgée de 16 ans à l'époque. Les gens, c'est sombre là, genre. Genre la gamine de 16 ans qu'on a kidnappée pour faire danser de force 6 fois par jour dans un zoo humain en 1994. Je n'avais pas la data. C'est reparti, hein. Entre les cases du village artisanal, les visiteurs venus de Nantes et de tout l'Ouest déambulent en famille, se penchent sur le motier ou le tisserand en train de travailler. Ils filment sans leur parler. Ils prennent en photo comme si on était, entre guillemets, là-bas, en safari dans un imaginaire africain où le sauvage inclut les hommes, une fiction nourrie de références coloniales. Tout au long de leur documentaire riche en archives édifiants, Johan de Montgrand et François Tchernia montrent ces images d'époque. Et voilà notre regard de téléspectateur, aujourd'hui gêné par l'impudeur, le sans-gêne d'un public qui, majoritairement, comme la direction du parc animalier, ne voit pas le problème. C'est la force du spectacle, analyse avec le recul Marc Chatier, du Gazprom et membre du collectif Les gens allaient au Safari Park, entre guillemets, endormis. Comment est-ce que les gens peuvent ne pas voir la répétition à des époques certes différentes des mêmes formes d'exploitation ou de domination? Benoît Le Peuchon est percussionniste, créateur de Planète Tam Tam. Il s'est lié d'amitié avec l'un des musiciens du Djolem qu'il vient voir un jour sur place. J'ai un enfant métis qui avait 3 ans à l'époque. Sur le parking du safari africain, on croise une maman avec son jeune fils. Il crie en montrant mon fils. Regarde maman, un bémo. Je demande comment ce mot arrive dans la bouche d'un gamin de 5 ans. En avançant, je comprends qu'il y a la pub du village africain baptisé Village du Bémo. De l'intérieur, son ami Lassina Koulibaly, musicien sans lien avec son homonyme du Djolem, confirme: c'est arrivé que les gens me demandent s'il y a chez nous un village qui s'appelle Bémo. Les enfants disaient régulièrement, entre parenthèses, entre guillemets, regarde, c'est un Bémo. Mais ne nous parlez pas à nous. Ça ne nous choquait pas, car on ne savait pas ce que ça voulait dire, Bémo. Je me disais qu'on nous confondait avec une ethnie, une ville ou un pays. Face à la mondialisation, la direction du parc joue le pourrissement tout en faisant quelques concessions. Les Ivoiriens seront payés au SMIC, mais une fois prélevés des frais d'hébergement et de la nourriture et que le chef du Djolem ait prélevé la part qu'il se réservait, il ne reste plus grand-chose. L'argent n'est d'ailleurs pas versé à chacun d'entre eux, mais mis dans un pot commun dont ils ne verront presque rien à la fin. Les enfants bénéficient de la présence d'une enseignante. Les passeports ont été rendus, mais c'est le chef de troupe qui les garde désormais dans sa chambre, qu'il ferme à clé, où ne peut rentrer que les jeunes femmes qu'il a choisies pour passer la nuit. C'est de l'exploitation sexuelle? C'est des esclaves sexuels? Eh ben... Bon, on se concentre. Le collectif décide donc de porter l'affaire devant le tribunal. La justice nomme un expert qui devra avoir accès à tous les documents liés au séjour des Ivoiriens. L'histoire s'accélère. Le 14 septembre 2014, les Ivoiriens quittent précipitamment les lieux. Quand l'inspecteur du travail arriva 2 jours plus tard, il ne trouvera qu'un village vide et personne à qui poser des questions. Présente au tribunal lors du procès, sœur Joseph Guillory, de la pastorale des migrants et membre du collectif Non à la réserve humaine, n'en revient toujours pas aujourd'hui. Le tribunal administratif lors du procès, monsieur Laurent m'a dit: comment, vous qui êtes religieuse, vous travaillez avec des associations-là? Vous ne comprenez donc pas que vous nuisez grandement au bassin de l'emploi? Elle ne le condamne pas pour autant. J'ai eu l'impression que M. Laurent était un homme de totale bonne volonté, heureux de proposer une attraction l'été pour qu'il y ait davantage de visiteurs, mais qu'il n'y a pas du tout mesuré l'impact dans la société et du fait que des êtres humains étaient enfermés dans le même espace que des animaux.
Le 1er juillet 1997, la justice reconnaîtra officiellement l'atteinte à la dignité humaine et condamnera le safari africain. Et Dany Laurent, non, vraiment Dany Laurent, j'arrête la blague. La blague s'arrête maintenant. A versé le franc symbolique aux associations du collectif. J'ai envie de canner, je vais me seppuku. Quelques années plus tard, le parc adoptera son nom actuel, Planète Sauvage. Oui, je vais aller sur Wikipédia, oui. Je finis l'article. L'année 1994 aura également vu la fin de la marque Bémo. Cette année-là, la biscuiterie Saint-Michel est rachetée par son concurrent Balsen, qui commercialisera son propre biscuit chocolaté. La production des Bémo est arrêtée au profit des biscuits de la nouvelle maison mère. Son nom, le zoo. Waouh, la dinguerie. Je suis sidéré. Genre, oui, on va mettre le trailer, attendez. On va mettre le trailer de ça. Peut-être on va mettre le docu en vrai à l'occasion. C'est aujourd'hui le jeudi 14 avril 1994. Dans ce journal, on parlera d'une drôle d'histoire de village africain près de Nantes. Une drôle d'histoire, une histoire vraiment marrante. Sur la commune de Port-Saint-Père. C'est une reconstitution d'un safari tel qu'on peut le découvrir au Kenya. Donc c'est un petit peu une journée de rêve pour le visiteur. Ce type d'exploitation négrière, on croyait que c'était fini à Nantes. J'ai encore ces images dans ma tête. Je vais me faire ban. Et on commençait à avoir peur. Ils se sont dit, oula, maintenant on va se taire. C'est comme on était des animaux qui sont allés prendre en brousse pour venir déposer. Voilà. On était là seulement à danser et ils prenaient une photo. J'ai tellement honte. Imaginez-vous ce type de manifestation en Afrique, en mettant des Blancs dans un camp, de façon à ce que les Africains puissent voir les anciens colonisateurs. Qu'est-ce qui s'est passé au safari africain de Port-Saint-Père en 1994 ? Il s'est passé une atteinte à la dignité humaine. Eh bah putain. Dingue. Donc du coup, on m'a dit d'aller voir la page Wikipédia. Genre, est-ce que y a des sections particulières de la page Wikipédia ou est-ce que je lis tout ? Parce que genre, c'est quand même super long, les gens. On a le droit de faire des zoos de riches. Moi, j'en rêve tous les jours. Oh, tu sais, on fait un zoo humain avec les Afrikaners, avec genre les Trumpistes, avec genre, tu sais, tous les faf. Genre, tu sais, tous les gens qui sont racialistes. Du coup, bah, on les traite comme ils veulent être traités, à savoir comme une race. Et genre et du coup on prend tous les plus gros racelards comme ça et on les fout dans des zoos. Genre tu sais, genre ça c'est le village nazi, ça c'est le village afrikaner, ça c'est le village Ku Klux Klan. Conditions de travail pour voir aller. Conditions de travail. D'après leur contrat, les habitants du village sont sous l'autorité de l'Office ivoirien du tourisme et de l'hôtellerie, et donc de la législation ivoirienne, ce qui ne semble pas poser problème aux politiques locaux. Le droit ivoirien s'appliquant alors, les salaires sont déterminés en francs CFA, entre 50 000 et 120 000 pour les artistes, soit entre 76 et 180 euros, et 300 457 euros pour les artisans. Peu de temps après l'inauguration du village, le directeur général adjoint de la direction départementale du travail reconnaît avoir signé une autorisation collective de travail. Or, la demande émanant de Dany Laurent et non du ministère ivoirien du tourisme, c'est la législation française qui devrait s'être appliquée. Les Ivoiriens n'ont également pas de visa de travail ni de sécurité sociale et, d'après le directeur du parc animalier, ils sont rapatriés dans leur pays en cas de maladie. Aucune scolarisation n'est prévue pour les enfants qui seront pris en charge par l'ancien de la troupe comme une école du cirque. La direction du travail confirmant qu'ils sont au nombre de 5, dont 2 filles de 12 ans et un garçon de 10 ans, qui j'imagine doit danser seins nus. D'après la Fédération syndicale unitaire, aucune autorisation de travail n'a été accordée aux mineurs. Le juge pour l'enfant n'ayant pas été informé de leur venue. Enfin, face à l'inquiétude de la préfecture sous d'éventuels risques d'immigration clandestine. Ah bah oui, ce serait dommage. La direction du parc décide de conserver les passeports des Ivoiriens dans un coffre afin qu'ils ne puissent pas sortir du parc. Les 14 membres du Jolem, ensemble artistique ivoirien créé par Salif Koulibaly en 1984, sont logés dans 2 chambres, d'où les femmes et les hommes sont séparés. Ainsi, 6 femmes vivent dans 12 mètres carrés et 8 hommes dans 14 mètres carrés.
alors que le droit du travail prescrit un minimum de 6 mètres carrés par personne. Par ailleurs, les adultes et les enfants dorment ensemble sur des matelas posés à même le sol. Quant aux artisans, il s'avère qu'il manque aussi d'espace. La direction départementale du travail et de l'emploi va néanmoins estimer que leurs conditions de vie sont, entre guillemets, correctes. Bah oui, pour des Africains. Seul Salif Coulibaly, le chef de la troupe des artistes, et le mec qui du coup se tapait toutes les meufs contre leur consentement et qui en avait fait des esclaves sexuels, a le privilège d'avoir sa propre chambre avec un verrou. 9 métiers sont présentés par autant d'artisans ivoiriens qui, entre guillemets, travaillent leur art traditionnel dans les cases du village devant les touristes. On trouve aussi un forgeron, un bronzier, une potière, un tisserand, un peintre ou encore un sculpteur sur bois. Tous les jours de la semaine, les artistes et artisans animent le village, vêtus d'habits traditionnels. Ils doivent enchaîner des performances toutes les 30 minutes, jusqu'à la fermeture du parc à 19h, dans des températures qui parfois ne dépassent pas les 15 degrés. Les danseurs, toutes mineures, ayant entre 13 et 15 ans, doivent danser le ngoron, une danse traditionnelle ivoirienne, de 12h à 18h30, après avoir étudié à l'école le matin. Elles ont été préalablement choisies par les femmes du directeur de la troupe, selon leur poitrine. La pratique de cette danse exigeant d'avoir des seins fermes. Les femmes dansent souvent seins nus en extérieur. Elles ne sont vêtues que d'un morceau de pagne et d'un bambou, sans chaussures, lors de leur présentation. Selon leur témoignage, une de ces danseuses, Edith Lago, les filles de la troupe étaient également vêtues par un dirigeant du groupe. En cas de problème de santé, la direction fait appel aux vétérinaires du zoo afin de soigner les Ivoiriens. Il y a son blast sur Wikipédia à Dany Laurent. Mardi 30 septembre, le corps de Dany Laurent a été retrouvé sans vie dans la piscine de sa propriété de la Remaudière. Le mec avait une piscine! J'ai envie de creux. Commune située dans le vignoble nantais, relate nos confrères du Courrier du Pays de Retz. La piste accidentelle est privilégiée. Le fondateur du parc animalier Planète Sauvage à Port-Saint-Pierre, c'est pas que du parc animalier Planète Sauvage la team, serait tombé lorsqu'il nettoyait les bords du bassin. Il ne savait pas nager. Comment ce mec qui a fait un zoo humain en 1994, il a pu vivre sa vie tranquillement, genre avoir une villa avec piscine. Le mec avait une piscine, il ne savait pas nager. Ah mais oui, mais genre, merci la piscine. Hein. Genre, SO la piscine. L'enfant de la Remaudière, qui était revenu s'installer à 2 pas de son village natal, le Champ Bernard, qui avait acheté une propriété à la Grande Guiraudière en 2010, il y avait installé ses animaux, rennes, lamas, alpagas, flamants roses, qu'il élevait et vendait. Et est-ce que ce mec avait des domestiques noirs? Vraie question. Je dis pas ça pour faire une vanne. Sollicité par des concitoyens, il avait accepté de constituer une liste pour affronter le maire sortant, Alain Gouraud, en mars dernier. Il avait remporté cette élection. Dans la foulée, il avait été désigné président de l'Office du tourisme du vignoble nantais. Une nomination qu'il devait à sa carrière professionnelle. Il y a 30 ans, il avait créé le zoo de la Boussière du Doré, aujourd'hui géré par son fils Sébastien. Et en 1992, le Safari Park de Port-Saint-Père, qu'il avait vendu en 2005 à la Compagnie des Alpes. Ils n'ont pas mentionné le zoo humain dans cet article. Les Sables, Vendée Journal. Bah, tu dis le colonialisme, mais local, virgule, en circuit court. Je t'invite vraiment à te regarder comment a été géré, comment sont gérées les banlieues en France depuis la guerre d'Algérie, pour comprendre que en fait, la colonisation locale, ça date pas d'hier, hein, pour le coup. On rappelle que les départements des banlieues sont donnés en référence aux départements coloniaux de l'Algérie française. Hein. Je rappelle ça au cas où. Littéralement, on a créé des banlieues dans lesquelles on a mis des Algériens et on a donné le même nom à ces départements-là que les départements coloniaux. Alors, est-ce qu'il y a un autre passage sur Wikipédia qui pourrait nous intéresser? Oh putain, la pub. Le parc publie un prospectus publicitaire sur lequel il est écrit que le village est construit par des artisans, protégé par les fétiches qui défendent l'entrée du bois sacré. Ce village de terre, avec ses cases arrondies, nous transporte au cœur de l'Afrique noire. Sa visite est comme une aventure sereine, colorée et inoubliable.
Il est également précisé qu'au village, le folklore et le goût de l'authentique des jeunes chantent et dansent au rythme des coutumes ancestrales. Désolé, je me suis un peu vomi dans la bouche. Les encarts publicitaires dans les journaux et les affiches sur des panneaux 4 mètres sur 3 aussi réalisés. Par exemple, quelques jours avant l'inauguration du parc, le quotidien régional Ouest France publie en une de son journal une photo africaine au sein nu faisant la publicité du village africain de Port-Saint-Père. Enfin, franchement, en vrai de vrai, on pourrait faire un stream entier sur les connexions entre la pédophilie et le racisme. Peut-être on en parlera quand on fera la guerre d'Indochine. Des choses à dire sur l'Indochine. J'invente pas. Hein. Il y a écrit le village de Kirikou qui a remplacé le village de Bemo. Zone suivante. Village de Kirikou. Je sais pas comment on processe toutes ces infos, les gens. J'en peux plus, je suis à bout de souffle. Genre, c'est une dinguerie. Zoo humain et traite négrière. Il y a un volet controverse. Ça a été controversé ? Comment ça ? Il y a eu des controverses. Avant même l'ouverture du village de Bemo, les musiciens de la CGT déclarent lors d'une conférence de presse le 11 avril avoir saisi la préfecture qui a accordé des visas au tourisme aux Ivoiriens et alerté la DAS au sujet des enfants qui ne seraient pas accompagnés de leurs parents. Oui, on rappelle que les enfants entre 13 et 15 ans qui devaient danser nus 6 fois par jour n'avaient pas leurs parents avec eux. Estimons que ce sont les lois françaises et le statut des artistes en représentation qui s'appliquent. Cela d'autant plus que la troupe est là pour 7 mois. Ça a duré 7 mois. Il demande aussi à l'inspection du travail de prononcer la fermeture du parc jusqu'à ce que l'inauguration des habitants du village soit régularisée. La section nantaise du syndicat national des artistes musiciens, SNAM, affiliée à la fédération CGT du spectacle, dénonce le 12 avril les conditions de travail des artistes et artisans ivoiriens. Pas de rémunération individuelle payée en francs français, l'absence de jours de repos programmés jusqu'au 23 novembre de la même année, la non-scolarisation des mineurs dont certains ont moins de 16 ans. Le même syndicat compare le village à une nouvelle exploitation coloniale, évidemment, où sont présentés en parallèle des animaux vivant en semi-liberté, d'une part et d'autre part des hommes et femmes et des enfants vivant eux aussi dans leur univers reconstitué au sein du parc zoologique. Mais en fait, ils n'avaient pas de médecins, ils devaient être soignés par des vétérinaires. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour dire qu'ils étaient traités comme des animaux ? Philippe Gauthier, alors représentant du SNAM CGT, je vous déteste la CGT et tout leur putain de sigle, déclare même que tout était écrit dans le journal local avant même que ça commence. Qu'il n'allait pas être salarié français, mais payé au tarif de la Côte d'Ivoire. Il y avait des enfants qui travaillaient 7 jours sur 7. Personne n'a pensé qu'il y avait une obligation scolaire en France. Selon Sandrine Lemaire, professeure agrégée en histoire, le concept du faux village résonne fortement avec les attractions de l'époque coloniale. En effet, elle explique qu'en plus du processus d'exhibition, on leur demande de rejouer leur vie quotidienne supposée. Tout cela est très similaire aux zoos humains. Elle critique également le fait que la visite du parc animalier se finisse par celle du village africain, déclarant qu'en mêlant les humains et les animaux, on les représente, si je puis dire, plus proches de l'animal que de la civilisation, comme des sauvages. On est encore dans des stéréotypes très coloniaux. De même, Pascal Blanchard et Nicolas Blancel révèlent que, même si le village de Bemo permet davantage d'interactions entre les exhibés et les visiteurs que dans les anciens zoos humains, il maintient tout de même les espaces entre ces deux groupes clairement délimités, concrétisant ce pont entre notre contemporanéité et l'histoire des spectacles ethniques. Enfin, selon François Tchernia, l'un des réalisateurs du documentaire Le village de Bemo, l'administration française, au niveau de la préfecture de Loire-Atlantique, de l'inspection du travail et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, a contourné le droit du travail en appliquant le droit ivoirien sur le sol français, ce qu'il estime être une aberration totale. Dans un entretien paru dans le magazine La Lettre du spectacle en janvier 2022, Philippe Gauthier déclare qu'à l'époque, le collectif pensait que l'administration avait été trompée par la direction du parc avant de découvrir que les tampons officiels avaient été apposés sur les documents administratifs et que les pièces avaient été contrôlées et estimées valables. Du coup, il y a eu des actions en justice. Le mec est mort. Départ des Ivoiriens.
Le 6 septembre 1994, un expert mandaté par le tribunal de Nantes se rend au village de Bémaux afin d'y constater les manquements relatifs à la dignité humaine. Mais il s'avère que 25 ressortissants ivoiriens ont quitté précipitamment Port-Saint-Père 2 jours avant, à la demande du directeur du parc. Ce dernier ne leur a payé qu'une petite part de leur salaire qui était déjà absolument ridicule. Le fait que leur séjour était prévu pour 6 mois ou que leur départ serait lié à de mauvais chiffres de fréquentation du parc font partie des hypothèses avancées pour expliquer leur départ. Bah oui, bien sûr, c'est pas du tout le mec à la direction du parc qui a voulu Mais allô? Pour François Tchernia, la piste la plus plausible serait celle d'un départ précipité lié à l'ouverture de l'enquête. Mais évidemment, l'expert mandaté trouvant des locaux vidés de leurs occupants lors de sa venue. Mais bien sûr, mais évidemment. Condamnation et conséquences. Le 1er juillet 1997, c'est l'année de ma naissance. C'est pas loin de ma naissance, ça d'ailleurs. Le tribunal de grande instance de Nantes condamne le parc pour des violences du droit du travail et de droits aussi fondamentaux que celui d'aller et venir, au préjudice des contractants ivoiriens. Le parc verse alors un franc symbolique aux associations qui l'ont attaqué, payant par ailleurs 4 000 francs de dommages et intérêts pour les frais de justice. Pour Sandrine Lemaire, l'unique raison de la fermeture du parc est le travail illégal, s'étonnant aussi du fait que ce n'est pas tant la morale qui a choqué, mais plutôt l'aspect financier et légaliste de la chose. Présente lors du procès, la sœur Joseph Guiori, membre de la pastorale des migrants et du collectif Non à la réserve humaine, voit une banalisation du racisme à travers l'existence d'un tel village plusieurs dizaines d'années après la fin des eaux humains. Ainsi, même si elle pense que Dany Laurent était un homme de bonne volonté, souhaitant proposer une attraction afin d'attirer davantage de visiteurs, il n'aurait pas du tout mesuré l'impact dans la société du fait que des êtres humains étaient enfermés dans le même espace que des animaux. De son côté, Marc Chantelier, membre du Gazprom et du collectif Non à la réserve humaine, les gens ayant visité le parc endormi, s'étonnant qu'il n'ait pas vu la répétition des époques certes différentes, les mêmes expressions de domination. Bon, tout ça, on l'a déjà lu. En janvier 2022, le documentaire Village de Bémaux, raconté en voix off par le réalisateur Jean-Pascal Zadi, est diffusé pour la première fois en France, sur France 3. On peut ainsi voir les témoignages recueillis par Johan Mongrand et François Tchernia de ceux qui ont vécu dans ce village, qui ont lutté pour leur dignité. Ce projet est le résultat de 2 ans de travail durant lesquels les 2 journalistes retrouvent les différents acteurs de ce qu'ils qualifient de derniers zoos humains de France. Néanmoins, ni les actuels dirigeants de Planète Sauvage, ni Jean-Michel Ayrault, député et maire de Nantes au moment des faits, ni le fils de Dany Laurent n'ont souhaité y témoigner. À travers ce documentaire, Johan Mongrand déclare avoir, entre guillemets, souhaité raconter comment le racisme était invisibilisé dans les années 1990, alors que l'on pensait que ce problème était résolu. Faudrait un équivalent de pro-femme pour pro-antiraciste. Eh bah putain. C'est une folie. C'est une dinguerie. Je sais pas si je vais pouvoir mater le documentaire en live parce qu'il y a des droits d'auteur et parce qu'il y a des meufs avec les seins nus pendant la moitié du truc. Mais franchement, je pense que je vais vous le recommander, ce truc. Bref, on finit la vidéo. D'abord parce que ces exhibés étaient souvent présents dans des grandes expos universelles et coloniales, mais aussi parce que vous démontrez qu'il y a un travail de civilisation, donc de mission civilisatrice, pour les amener à la lumière. Et c'est un grand... Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe dans un pays où il y a certes plus de zoos humains, mais où, par exemple, la quasi-totalité des femmes de ménage sont des personnes non blanches? Que la quasi-totalité des éboueurs sont des personnes non blanches? En fait, maintenant, le zoo humain, il est dans la rue. Ils ont été confrontés à des maladies qui étaient quasi méconnues ou inconnues. 8 Kalina meurent. Et vu qu'ils étaient soignés par des vétérinaires, ça devait bien se passer. Le fait d'avoir un corps d'une population, entre guillemets, dite sauvage, c'est la possibilité pour les savants, anthropologues et ethnologues, de pouvoir l'étudier dans toutes ses dimensions. Parce qu'après les corps, on les garde. Je sais, ça surprend énormément les gens, de découvrir qu'il y a plus de 10 000 ou 20 000 corps dans nos musées aujourd'hui en France. Parce que... Mais on va de dinguerie en dinguerie. On est tellement... Mais c'est nous le Mordor. Vraiment, c'est nous le Mordor. Mais on n'a aucun respect. Mais vraiment la France. Le temps béni des colonies. Wesh. On n'est même pas capable de leur rendre 6 cadavres, quoi. Comment est-ce que vous... Alors qu'on devrait leur rendre tellement plus, tu vois. Genre on a tellement de choses à réparer, genre... Mais on préfère ignorer, genre, qu'on est responsable... On devrait alors, pour s'excuser, il faut déjà reconnaître. Donc, tu reconnais, tu t'excuses et tu répares. Genre vraiment. Tu dis pardon et merci et tu fais quelque chose. Genre, tu t'essayes pas de trouver de nouvelles méthodes pour les exploiter en fait.
tu commences à s'excuser pour un truc de la liste que tu dois te taper, bah peut-être qu'il faut qu'on se la tape la liste. Peut-être que c'est pas normal qu'on continue encore à exploiter les pays du Sud, alors qu'on est censé avoir arrêté la colonisation, en fait. Oui, peut-être qu'il y a pas mal de choses qu'il faut qu'on s'excuse, ouais. Effectivement, ouais. Et peut-être même que si on voudrait avoir de bonnes relations internationales, peut-être c'est le premier truc qu'on devrait faire même, moi je pense. Même en fait d'un strict point de vue, comment dire, de FDP, tu vois, genre un peu comme toi. Même en essayant d'adopter un point de vue genre, tu vois, où t'essayes d'être pragmatique, ne serait-ce que juste pour qu'on ait de bonnes relations internationales, c'est le premier truc qu'on devrait faire. Je te rappelle qu'il y a tous les empires suprémacistes blancs qui sont en train de se retourner contre nous. Hein. Les Américains, c'est plus nos alliés, les Russes, ça l'a jamais été. La Chine, ça a toujours été un danger. Et tous les autres pays nous détestent. Donc peut-être qu'on devrait commencer par s'excuser, ouais. Bah, la France voudra jamais tant qu'elle est dirigée par des fils de pute, ouais, effectivement, oui. Mais genre, c'est pas une fatalité, hein. Ça s'appelle de la volonté politique, les gens. Hein. C'est tout ce qui nous manque, hein. C'est pas utilitariste, je suis désolé, c'est juste une pensée de con. C'est juste un truc de... on a fait trop de mal. On n'arrivera jamais à réparer. D'accord, on n'arrivera jamais à sauver la planète, on n'arrivera jamais à gérer le climat, on n'arrivera jamais à empêcher le fascisme de prendre le pouvoir. Bah écoute, il faut y croire en fait. Hein, allô. Surtout que je vous rappelle qu'encore une fois, c'est nous qui avons les thunes, hein, c'est nous qui avons les ressources en fait. Donc, évidemment qu'on peut s'excuser, genre... bah, c'est même à nous de le faire en fait. Bien sûr que la France peut réparer ses erreurs, mais bien sûr, évidemment. Le clash avec l'Algérie, c'est partiellement pour cette raison. Bah ouais. Genre, on devrait juste... Le problème, c'est que dans ce pays de racistes, il y a du taf, hein, mais c'est pas impossible. Hein. Moi, je compte vivre encore au moins 50 ans derrière. J'ai bien envie que ça avance, hein, ça. C'est pour ça que, genre, je voulais faire des streams sur nos anciennes colonies. On a déjà fait Madagascar, on a fait les Comores, on a parlé beaucoup du Congo. Donc, du coup, bientôt, là, on va faire Kanaki. Et après, on va faire l'Indochine. Ou on va faire l'Indochine et après Kanaki, je sais pas. On va voir encore dans quel sens on fait. Bah, t'as du courage, perso, j'ai give up d'essayer de changer ce pays de con, mais qu'est-ce que tu fais sur ce stream? C'est un stream politique. Si t'es nihiliste, ça n'a aucun intérêt d'écouter les gens qui parlent de politique. Non, Kanaki, c'est une colonie, hein, encore. Oui, c'est vrai que j'ai dit ancienne colonie, oui, c'est parce que j'allais parler d'Indochine aussi. Désolé, c'est vrai que j'ai mis les deux dans le même panier, alors qu'il y en a une qui est encore une colonie aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça en fait. Genre, on diabolise les Algériens, du coup, comment est-ce qu'on va pas s'excuser auprès de gens qu'on a diabolisés, t'as vu? C'est un enfer. Mais en fait, genre, moi, j'en ai marre aussi de ce discours de ça va changer sur des générations, le changement, ça se fait petit à petit. Les gens, moi, je suis révolutionnaire en fait. Hein. Et moi, je suis désolé, mais genre, dans l'histoire, les changements majeurs, ils se sont toujours faits sur des temps très courts. Ça s'appelle des révolutions. Watching